Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien ce soir. C'est Romain du site l'analyse.com, tradebitcoin.com avec Marc qui est à côté de moi également. J'espère que vous m'entendez correctement. Si vous pouvez me le confirmer dans le chat, puisque je viens de lancer l'enregistrement de cette première session de formation qui est réservée d'une part aux débutants qui nous ont rejoints, mais aussi aux abonnés tradebitcoin.com, les VIP comme on peut les appeler. On a mis un programme en place qui est, je pense, assez complet et assez intéressant. Je vais vous le lire très rapidement. Ce soir, on va commencer par la base, les chandeliers japonais. C'est pour moi, je pense, ce sur quoi il faut commencer pour vraiment caler les bases nécessaires pour savoir lire un graphique. Hein, l'idée, quand même, c'est que vous puissiez intervenir aussi de façon autonome sur vos graphiques après avoir appris ce qu'on va essayer de vous transmettre. Donc ça, c'est le premier chapitre. Voilà les bougies. Hein, parce que j'ai remarqué que bien souvent, beaucoup d'entre vous savent ce qu'est une bougie, évidemment, et savent ce qu'est un chandelier. C'est une série de bougies, bien sûr, mais il faut vraiment que ce soit clair pour vous, les différentes figures. Hein, je vais rapidement passer le PDF que je vais vous envoyer, évidemment, dans la foulée. Je vous l'enverrai demain. Mais voilà, tout ce qui est toupie, doji, marubozu, les englobantes, les haramis, les étoiles du soir, du matin, blablabla. On va voir tout ça ensemble, mais il faut que ce soit très, très clair pour vous avant d'attaquer la suite. On verra la semaine prochaine les figures de tendance et les figures de consolidation et de retournement. Donc vous avez entendu parler, tout ce qui est canal, biseau, triangle, double top, etc. Ensuite, la semaine 3, on verra les niveaux de support et de résistance et les retracements de Fibonacci, très 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 intéressants sur les cryptos et sur les actifs en général, mais bien pertinents sur les cryptos et je vais vous expliquer après pourquoi. Ensuite, vous aurez un cours sur les différents indicateurs mathématiques, même si j'en utilise assez peu, mais j'utilise beaucoup les moyennes mobiles par exemple, on verra ça la semaine 4 donc. La semaine 5, ce sera plus sur les plans de trading, donc tout ce qui est money management, risk-reward, savoir établir un plan, entrer et sortir de position. Et la semaine 6, ce sera sur ma petite méthode favorite, les divergences. Puis on terminera par une mise en situation de marché. Donc c'est 6 ou 7 semaines sur lesquelles, je l'espère, vous apprendrez à travailler. Voilà, de façon un peu ludique, un peu éducative. Voilà, donc c'est un peu le programme. Je commence toujours les sessions de coaching par une revue de marché. Donc on parle de crypto ce soir. On verra pourquoi pas aussi le CAC 40. Mais donc on va commencer par une petite revue de marché. Je pense que c'est intéressant que vous sachiez un petit peu comment on peut travailler nous, comment on voit le marché, etc. etc. Et on verra donc ensuite le PDF juste après. Si vous avez des questions, bien sûr, vous avez un chat qui est à votre disposition. Donc n'hésitez pas à les poser, je les regarde régulièrement. L'idée, c'est quand même pas de couper au plein milieu d'une explication par une question. Donc, moi, je fais 5-10 minutes de cours, une question, 5-10 minutes de cours, une question. Donc voilà. Et pourquoi on fait ça gratuitement? Pour vous montrer déjà d'une part ce qu'on sait faire, ensuite pour partager, et puis pour emmerder aussi ceux qui vendent des formations à 15 000 euros, je vous l'accorde. On va commencer par une petite revue de marché. Donc on est principalement sur les cryptos, même si on pourra, si vous le voulez, regarder des actions, regarder quelques indices en même temps. On va commencer par le Bitcoin. Le Bitcoin, je pense que c'est le maître, hein, le master des cryptos, c'est lui le boss. Le Bitcoin, on est en tendance évidemment haussière. Et on verra dans un chapitre évidemment la théorie de dos. Je vous expliquerai ça peut-être même tout à l'heure à la fin du webinaire. On est en tendance très haussière. On est sorti d'une consolidation, correction technique qui est ici, mais on a un beau support haussier sur le Bitcoin qui aurait pu être un très beau point d'entrée. On avait acheté le Bitcoin à 6500. On s'est fait stopper malheureusement, je vais être transparent avec vous sur ce trade. Bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Vous voyez qu'il est venu chercher pile poil la moyenne mobile 50 au point près. Donc ce point 5500 était un très beau point d'achat. Voilà, là il est en tendance haussière. Est-ce qu'il faut le payer maintenant? Je pense pas, puisqu'on est bloqué pour l'instant sur la moyenne mobile 20 jours, pardon. Ah, pardon, excusez-moi. Vous ne voyez pas. Je suis désolé. Je pense que c'est mieux maintenant. Voilà, vous devez voir mon écran. Je vais enlever les mails. Hop, voilà. Je pense que vous voyez mieux maintenant. Donc, voilà, le Bitcoin, il est en tendance haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile 50 qui, vous le voyez ici, au point près. Hein, on est venu vraiment la chercher. Et c'est pour ça que j'adore l'analyse technique, surtout sur les cryptos. Alors, je vais juste fermer la porte parce que je crois que Marc est au téléphone. Voilà, c'est pour ça que j'adore l'analyse technique parce que au-delà de faire joujou avec des dessins sur des graphiques, c'est assez pertinent, ça permet de mettre en évidence un peu ce que font les opérateurs, les grandes mains. Alors sur les indices, sur les actions, ça marche très bien, mais sur les cryptos, ça marche encore plus. Je vais vous dire pourquoi.
Les cryptos aujourd'hui, c'est un marché non régulé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de banque, pas de gros fonds d'investissement, pas de robots qui interviennent dessus, pour l'instant évidemment. Donc il n'y a vraiment que du trading manuel. Donc ça met vraiment en évidence la psychologie des intervenants. C'est ce à quoi ça sert, hein, l'analyse technique. Ça sert surtout à voir voilà, qu'est-ce que fait le marché, qu'est-ce que fait la foule, qu'est-ce que fait la masse, pour ensuite essayer de prendre une décision pour son propre compte, essayer d'attraper un mouvement, ramasser quelques miettes, hein, puisque nous sommes des tout petits par rapport au marché bien sûr. Mais c'est très intéressant et là on le voit sur la moyenne mobile 50 que j'utilise moi vraiment sur toutes mes unités de temps, mais en journalier c'est vraiment ma référence. Le point d'entrée, super point d'entrée sur la moyenne mobile 50, voilà, ici à 5525, vous voyez, on peut zoomer comme on veut, on est au point près dessus. Bon, voilà, là il est en tendance haussière, on marque à moyen terme, on le voit des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. On a une consolidation, un retour sur le gros support en vert ici. Voilà, est-ce qu'il faut le payer maintenant? Je ne pense pas. On n'a pas un bon ratio gain sur risque. Vous verrez ça dans un autre chapitre, les amis. Moi, je pense qu'il faut attendre sur le Bitcoin un nouveau retour sur la moyenne mobile 50 ou sur le support. Je repérais autour des 5950, peut-être même un excès sur 5790 pour rentrer sur le Bitcoin. Voilà. Donc, il peut toujours partir hein, sans nous, on peut toujours se tromper également, mais l'idée c'est d'avoir une perte acceptée plus petite que son gain potentiel. S'il revient sur 5790, on le paiera avec un stop assez court et on visera évidemment les anciens plus hauts historiques. Alors pourquoi parce qu'on avait un plan à un moment donné, moi Alain, on avait un plan on avait un stop sous un support, je crois me souvenir que c'était sous l'ancien plus haut qui était là. Bon voilà, on s'est fait avoir, ça arrive évidemment. Moi je veux vous avouer, il y a des phases comme ça dans le marché, on va gagner tous nos trades, il y a des phases où on va perdre un peu plus. Ce qu'il faut regarder c'est sur l'année. Moi ça fait très honnêtement 5 ans que je trade avec du vrai argent et des vrais capitaux et j'ai à peu près 65% de trades gagnants. Je sais que parfois je vais perdre, il faut l'accepter. Le marché comme on le dit, il a toujours raison et c'est une des clés de votre succès, c'est ne pas vouloir gagner à tous les coups. Alors évidemment, c'est mieux si on gagne tous ces trades à tous les coups, mais ça n'existe pas. Je ne connais personne qui gagne tous ces trades. Ceux qui vous vendront des services, du coaching, des signaux qui vous font croire qu'ils gagnent tous leurs trades, il y en a plein. Ils postent que les trades gagnants sur les réseaux, mais dans la réalité, c'est pas vrai. On se sent frustré parce que nous on perd, on se dit qu'on est mauvais, etc. Moi, je préfère vous dire d'entrée qu'avec moi, vous ne gagnerez pas tous vos trades. Vous en perdrez 3, 4 sur 10, mais je vais essayer de faire en sorte que ceux qu'on gagne couvre nos pertes et nous donne un bénéfice. On verra ça dans le ratio gain sur risque. Parfois, on peut perdre 4 trades, mais si on perd 4 fois 1000 et que sur les 6 fois on gagne sur 10, on gagne 2000, vous verrez qu'à la fin on est rentable. On verra ça plus en détail sur le chapitre qui concerne le risk-reward, mais revenons sur la tendance du Bitcoin. Pour l'instant, il est haussier, mais on attend un repli sur le support pour le payer. Exactement, Alain. Si on avait un stop beaucoup trop loin, on ne serait pas rentré. Dans l'absolu, tu peux même carrément te dire je rentre maintenant et je ne mets pas de stop. Le Bitcoin, il fait que monter. On verra bien, à un moment donné, je retrouverai mon prix. Sauf que tu verras que psychologiquement, quand tu commences à avoir une position perdante, une position qui perd 200, 300, 400, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, psychologiquement, tu es tenté de faire des bêtises, de ne pas couper, de remettre une couche, de faire des conneries. Et ça ne marche pas comme ça. Il faut des plans. Il faut des plans avec des pertes et des gains potentiels d'une façon. On verra tout ça dans le risk reward, je vous le promets, c'est pas l'objet du webinaire de ce soir. Mais en tout cas, voilà, on avait un plan, il n'a pas marché, on l'avoue. Par contre, on a quand même un plan, et on va voir ça sur l'Ethereum juste après, qui est très très bon. L'Ethereum, il est là. Hop voilà. L'Ethereum, on est dedans. On l'a acheté à 287 pour être très précis. Pourquoi on a payé les 287 sur l'Ethereum? Parce qu'on voit ici, vous voyez très bien, je prends les corps, un très beau support qui est, hop, on est venu le chercher, on rebondit, donc on est dedans, 287. On a une cible qui est ici la ligne de résistance, autour des 389, je crois, je vais chercher comme objectif. Voilà, on verra ce que ça va donner. Pour l'instant, on est très bien. Si vous faites 287 pour aller à 325, je crois qu'on est à peu près sur 18-19% de performance sur ce trade. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, l'Ethereum, est-ce qu'il faut le payer maintenant? C'est pareil, on vient de casser les précédents plus hauts. Donc ça peut se payer. Ça peut se payer avec un stop sous le support ici, vers les 270. Maintenant, j'attendrai moi peut-être un petit repli vers les 300, 305 $.
sur justement ces fameuses moyennes mobiles 20-50. Là, ici, on a une belle convergence de moyennes mobiles. Ça peut être intéressant d'attendre une consolidation. C'est ce qu'il faut retenir quand on trade, quand on veut devenir trader, quand on veut vivre du trading ou quand on veut simplement on va dire faire un petit peu de performance sur son capital mieux que le livret A. Il faut surtout apprendre à être patient. C'est vrai que on a envie, on est devant l'écran, on regarde les actifs, on voit Pierre-Paul Jacques qui a gagné tant, on a envie de rentrer. C'est humain, on est tous un petit peu joueurs, on a envie de cliquer sur notre souris. Moi aussi, hein, ça m'arrive le matin de dire voilà sur le CAC, je vais attendre tel niveau, et puis hop, je vois 3-4 bougies, je suis un peu tenté. C'est vraiment ce qu'il faut que vous appreniez en premier, être patient. C'est pas parce que vous êtes devant l'écran qu'il y a quelque chose à faire. Là, il faut attendre sur l'Ethereum, c'est comme le Bitcoin. J'attendrai moi personnellement une petite consolidation, un petit retour. Oui, on peut un peu tricher, on peut prolonger notre support. Un petit retour, voilà, un petit excès sur les 300 $, ce serait un très très bon point d'entrée sur l'Ethereum. En tout cas, nous on est dedans depuis 287 $, et ça se passe très très bien. Donc l'Ethereum, pareil, tendance haussière, même si on peut parler d'un espèce de range, et vous verrez encore une fois ce que c'est un range dans les autres chapitres. Voilà, là pour l'instant, on est plutôt bien. On est également sur le Litecoin. Le Litecoin, on l'a acheté à 59 $. Je crois que toi, Moulin, tu étais rentré un petit peu plus bas. Pourquoi on l'a acheté sur les 59 $? Bah, c'est pareil, on avait une espèce de triangle ici, avec un beau support que j'ai fait en rouge. Hop. Et une phase de résistance ici qui a été cassée. On est venu refaire un pullback dessus pour remonter. On est à 59 $. C'est encore le bon moment pour le payer, puisqu'on est qu'à 61 $. C'est pas un trade qui est encore trop parti. Vous voyez, on a quasiment été chercher notre objectif 1. On avait un objectif 1 à 67,70 si je dis pas de bêtises. On a fait au plus haut 66,70. Donc pour 1 $ près, on n'a pas été chercher notre objectif 1. C'est pas grave. On laisse courir tranquillement. On ne s'inquiète pas. Là, pour ceux qui ne sont pas dedans, vous pouvez rentrer. Je pense que payer exactement, Maslow. Payer, ça veut dire acheter, pardon. Excuse-moi, je vais essayer d'avoir un langage que vous puissiez comprendre. En tout cas, vous pouvez, je pense, encore payer. Vous mettez à la limite un petit ordre ici sur les 59. Comme ça, si on vient les chercher, bah, vous êtes dedans. Ça peut être bien. Ça peut être bien de mettre un ordre à 59. Voilà. Et puis pourquoi pas pour les plus prudents, attendre un retour sur le support à 55. Bon, s'il va à 55, je serais moins content moi, mais 59, ça peut être un très très bon point d'entrée. C'est encore, je pense, le bon moment. Voilà, mais il est pour l'instant dans une phase d'hésitation, mais on voit qu'il a cassé ce triangle par le haut, qu'il est revenu faire un pullback dessus. Donc ceux qui ne sont pas dedans, vous pouvez encore rentrer. Mettez-vous un ordre à 59. Mettez-vous un ordre à 59. On est également sur le Ripple. Le Ripple, là c'est très clair, le Ripple, et j'ai Marc qui se prépare à intervenir juste après. Il vous fera un petit cours sur la sécurité peut-être en fin de webinaire. On verra si on a le temps. Le Ripple, pourquoi on l'a acheté? Parce qu'on est dans un canal haussier, on le voit ici, un beau support, un bas de canal qui tient parfaitement, qui a été attaqué. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est que cette mèche-là, Poloniex, il ne faut pas regarder sur Poloniex, c'est n'importe quoi. On va regarder sur Kraken, voilà. Comme ça va vous permettre de retracer le support avec moi. Voilà. Voilà, vous voyez ce beau canal, il est magnifique, j'ai envie de l'embrasser tellement il est beau ce canal, de le prendre dans mes bras, avec un beau bas de canal à 0,19, 0,1950. Nous on l'a payé à 0,1850. Rappelez-vous, le Ripple, ça fait quelques jours qu'on est dedans, mais on est plutôt bien orienté. On voit que le bas de canal tient bien, et on vise évidemment le haut du canal. Donc, vous avez encore un ratio assez bon, si vous voulez rentrer dans le Ripple maintenant, vous mettez un stop sous la mèche ici, sous la mèche du 2 novembre, vous mettez un stop allez, un petit peu en dessous pour éviter de se faire piéger vers 0,1750, et puis vous laissez courir tranquillement votre Ripple. Oui, bon Kevin, on verra, mais nous on n'est pas là pour expliquer les exchanges, on pourra vous donner 2-3 coups de main effectivement, mais Kraken, Poloniex, Bitfinex, etc. C'est comme eToro finalement, ce sont des plateformes d'exchange où tu échanges contre d'autres tes cryptos. Il faut savoir que la bourse en général, c'est un jeu à somme nulle, comme on peut le dire, même si j'aime pas utiliser le mot jeu. Si tu gagnes, tu perds. Donc il faut une place sur laquelle on s'échange, comme un marché finalement. Un marché, tu achètes des tomates, tu donnes des euros au vendeur. Ben, un exchange, c'est pareil. Tu donnes des euros pour acheter des Ripple ou tu donnes des bitcoins pour acheter des Dash. C'est pareil. Donc on verra ça si vous voulez un petit peu plus tard. Je coupe le son pour tout le monde. Donc là, le Ripple, il est plutôt pas mal. On est au-dessus du support. On voit que le bas de canal fait bien son job. C'est pas trop tard pour rentrer. Peut-être mettez-vous un ordre voilà, sur les 0,1950 pour essayer de profiter d'un petit repli et affiner votre point d'entrée.
On a également un Dash pour terminer cette petite revue de marché. Donc le Dash, hein, vous voyez, la publication que j'avais mis un truc hier. J'ai entendu pas mal de gens payer le Dash vers 550 $ parce qu'ils ont vu 2 bougies vertes. Donc ça, c'est encore l'intérêt de se former, c'est encore l'intérêt de travailler sur des plans de trading. C'est que vous ne travaillez pas comme ça à l'arrache parce que vous avez vu 2 bougies, vous en avez entendu parler, ou vous avez vu sur CoinMarketCap qu'on a fait plus 20. Là, qu'est-ce qu'il faut sur le Dash? Alors effectivement, il a fait une belle explosion haussière. On a cassé... Je les trace avec les corps, hein, vous faites comme vous voulez. On a tracé ici hop, un biseau ou un espèce de biseau, on peut le faire, ou un triangle. Je le fais assez rapidement pour ne pas prendre trop de temps et puis essayer de se consacrer au maximum à la formation. On a cassé ce triangle par le haut. Hop, paf, ça aurait pu être un beau signal d'achat. Il est venu faire une explosion. Là, il rebaisse. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je pense qu'il est en train de faire... On voit Roby. Bonjour Roby, vous pouvez couper votre webcam si vous le voulez. Qu'est-ce qu'il est en train de faire notre Dash? Il est venu faire ce qu'on appelle un throwback. C'est-à-dire qu'on casse un niveau, on revient se réappuyer dessus pour repartir à la hausse. Donc on a hésité tout à l'heure avec Marc, pour tout vous avouer, de vous envoyer un signal d'achat sur le Dash. En tout cas, on attend un petit peu, on ne veut pas se précipiter, on ne veut pas non plus que vous soyez trop hop, désolé Roby, si vous voulez bien couper votre webcam. On ne veut pas non plus être trop explosé, avoir 36 000 trades en même temps, parce que sinon c'est plus difficile à suivre. Voilà, si on a 4-5 casseroles sur le feu, bah, c'est pareil, on ne sait plus très bien les niveaux, etc. Mais on stresse aussi, hein, il faut l'avouer, si vous avez une position, hein, imaginez-vous dans l'état où vous êtes quand vous êtes en position sur le Bitcoin, si en plus vous êtes sur l'Ethereum, si en plus vous êtes sur le Dash, si en plus vous êtes sur le Ripple, si en plus vous faites un peu de Forex à côté, ou d'euro-dollar, ou d'indice, ou de machin, ça va être n'importe quoi. Donc voilà, tant pis. Là, on va faire une petite analyse un peu plus poussée demain. Je pense que moi, je tenterai quand même un achat sur les 395 $400, ça peut être pas mal, avec un stop assez court. Si ça marche, et s'il repart, et si c'est vraiment un pullback, tant mieux. S'il repasse en dessous, à ce moment-là, on réinterviendrait peut-être ici sur ce niveau-là, les 315, 320 $. Ça, c'est un plan de marque, très bon boulot de marque. Voilà. Je pense que c'est les deux plans qu'il faut garder pour le Dash. On le paye ici sur 395, 400, avec un stop court, pas non plus collé, hein, pour éviter de se faire avoir par une mèche. Et puis si jamais ça ne fonctionne pas, on retentera sur les plus bas, sur les 285, voilà, à peu près sur ce niveau-là. Donc là, pour l'instant, attendez, patientez, et venons mettre un ordre sur les 295-300. Alors comme nous dit Alain, effectivement, je le mets pour le son parce que tout le monde n'a pas le son. Voilà. Donc il faut patienter, il ne faut pas non plus avoir 36 000 trades en même temps, sinon on ne s'en sort plus. Voilà pour cette petite revue de marché sur les cryptos principales. Alors nous, on n'intervient pas, hein, sur les ICO, sur les mini-cryptos, les CocoCoin ou autres. Il faut savoir que l'analyse technique, ça fonctionne uniquement sur les actifs avec beaucoup de volume, avec un historique assez important. Pour déterminer un niveau de support, un niveau de résistance, il faut quand même un peu d'historique. Donc voilà, on va se concentrer nous sur les 10 premières capitalisations. C'est tout. J'ai des petites pauses, hein, si vous avez des questions sur cette revue de marché, profitez-en. Ah oui, un mot sur le Bitcoin Cash. Eh ben, c'est une très bonne chose, le Bitcoin Cash. Je vais juste supprimer mes dires. Voilà, hop. Voilà. Alors le Bitcoin Cash, c'est pareil, on est sur un truc qui est vraiment très 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 impulsif. Vous avez vu la mèche qu'on avait fait ici, là, c'est le jour où le Bitcoin il a pas mal corrigé. Il y a eu un transfert de flux entre le Bitcoin et le Bitcoin Cash, avec toutes ces histoires de fork annulé, fork, pas fork. Donc c'est important aussi de surveiller les news, surveiller les stats, surveiller un peu comme sur le Forex, il faut regarder le calendrier économique. Voilà, donc, j'imagine que beaucoup d'entre vous, j'espère pas beaucoup, mais se sont fait avoir sur Bitcoin Cash en payant sur ce niveau, sur les niveaux là quand ils ont vu que ça montait comme des oufs. Là, il est haussier, c'est indéniable. Il va certainement avoir une petite phase de consolidation. Moi, j'attendrai très clairement. Ici, on peut le voir, il y a une ancienne résistance qui a été cassée. J'attendrai un retour sur ce niveau-là pour le payer. Voilà.
J'ai un client qui nous a contacté, il a acheté le Dash à 480 dollars. Voilà, il y a la marque qui nous dit, vous voyez, sur le Dash, tout ce que je disais tout à l'heure, il y en a un qu'on connaît qui achetait 480 dollars. Parce qu'il a vu effectivement qu'il prenait tant de pourcents, était un petit peu excité, il avait peut-être aussi envie de prendre un trade. C'est les émotions qui ont joué. Donc voilà pourquoi vous devez apprendre l'analyse technique, vous devez construire des plans de trading pour justement éviter que vos émotions interfèrent dans vos prises de décision. Je sais que c'est dur, malheureusement Marc en est le témoin depuis qu'il travaille à côté de moi, je lui jette des choses, je lui jette des stylos, je lui jette des calculatrices, je lui jette des claviers même parfois, parce que moi aussi je suis quelqu'un d'impulsif, mais grâce à l'analyse technique, sur mes prises de décision claires, j'essaie d'intervenir sur des plans. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et vous avez compris un petit peu nous comment on fonctionnait. On n'est pas des gens qui vous font croire qu'on gagne tous notre aide, mais on va essayer de faire en sorte effectivement de vous apprendre à travailler convenablement. Donc le Bitcoin Cash, clairement, c'est évidemment pas le moment de le payer, parce que si on le paye maintenant, là on ne sait pas. On a une chance sur deux, c'est du petit bonheur la chance. C'est comme si on prenait une fléchette, on la jette. Si on arrive à toucher le oui, on achète. Si on arrive à toucher le non, on vend. Ou pile ou face, ou comme vous voulez. Ou rouge et noir au casino. Là, moi, j'attends. J'attends le Bitcoin Cash. Si on vient rechercher les 765, 700, 750, ici, cette zone, cette ancienne résistance qui a été cassée, eh bien, je le paierai à ce niveau-là. À ce moment-là, on aura un stop assez proche sous la moyenne mobile 50. Et on ira chercher, pourquoi pas la clôture la plus hausse, 1370. Et on laissera courir une partie pour aller chercher d'autres cieux. Donc, patience, Bitcoin Cash. Voilà. Payer n'importe quand en se disant je mets pas de stop, on verra bien, ça peut marcher, mais c'est pas comme ça que l'on travaille. Bon, voilà pour cette petite revue de marché, j'espère que c'était assez clair. Je vous rappelle juste que on va le mettre sur notre site. On a deux sites, on a le site l'analyste.com là pour tout ce qui est trading, day trading, swing trading sur les actions, sur les indices. Et on a le site tradelbitcoin.com qui est notre nouvelle offre qui vous propose, je fais un petit peu de réclame, qui vous propose de vous envoyer gratuitement tous nos plans de trading. On a des coachings tous les mardis soirs, vous êtes invité ce soir au coaching numéro 1. Vous avez tous nos signaux, tous nos trades qui vous sont envoyés et dans le groupe Facebook privé et par Telegram sur votre smartphone. Et puis un espace VIP, un espace chat dans lequel on intervient toute la journée. Vous êtes tous déjà très très actifs sur le chat et ça me fait énormément plaisir. On est vraiment en train de construire une communauté et c'est gratuit grâce à notre partenaire eToro. eToro, c'est quand même du lourd. On a été les voir cette semaine à Tel Aviv. D'ailleurs, on a mis la petite photo avec le PDG d'eToro et les responsables de la région France. Voilà, donc moi je suis là, Marc est ici et ici c'est Monsieur Collado, notre boss, la personne qui détient les capitaux que l'on gère. C'est notre associé pour être totalement exact avec vous. Donc eToro c'est du lourd. Sur les cryptos, ce n'est pas du CFD. Vraiment, il faut combattre cette idée reçue-là. Sur les cryptos, vous achetez vraiment les cryptos comme sur Kraken, comme sur Bitfinex. Ils vont même sortir leur wallet d'ici la fin de l'année, voire début d'année prochaine. Donc c'est vraiment du très très lourd. Le PDG, c'est quand même pareil. eToro, c'est quand même 400 employés. Et ils ont eu une proposition de rachat à plusieurs centaines de millions d'euros sans vous donner la somme exacte. Donc c'est une très grosse société. Il a vraiment un regard énorme, vraiment très très professionnel. Et on est très content de cette rencontre parce que voilà, on a encore plus confiance en eToro. Et grâce à eux, on ne va pas vous le cacher évidemment, qu'ils nous financent une partie de nos frais, mais grâce à eux, on peut vous fournir notre service totalement gratuitement sur tradelbitcoin.com. Il suffit d'ouvrir un compte chez eToro, il suffit de déposer un capital. Évidemment, il y a toujours, on peut mettre 400 $, minimum, ça marchera, mais on conseille de mettre au moins 1000 $ pour être plus à l'aise. Et puis, si vous avez des questions, on a mis une FAQ en place, auquel on répond un peu aux questions de base qu'on peut nous poser. Voilà, donc ça, c'est tradelbitcoin.com, c'est gratuit, et ça vous permettra de copier nos trades sur les cryptos. On va rentrer dans le vif du sujet, on va commencer cette formation, donc le chapitre 1 sur les chandeliers japonais. Si vous avez déjà des questions, vous pouvez les poser. Alors, vous connaissez tous, j'imagine, les chandeliers japonais, mais on est quand même obligé de repasser par là. Qu'est-ce qu'un chandelier? C'est une suite tout simplement de bougies japonaises. C'est vraiment la vision la plus utilisée. Aujourd'hui, 99% des traders qui utilisent l'analyse technique utilisent les chandeliers japonais. Contrairement à une courbe qui nous donne une seule information, quand on regarde un graphique, on peut le mettre si vous voulez. On va mettre sur le Bitcoin, ça va être intéressant. Alors, comment je peux faire pour changer ça? Voilà, c'est là, regardez. Contrairement à une courbe, on va enlever les gris-gris.
qui nous donne finalement une seule info, hein. On voit comme ça juste l'évolution des prix dans le temps. Les chandeliers japonais nous donnent beaucoup plus d'informations, elles sont très 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 intéressantes. D'abord, dans le cas d'une bougie verte, là vous voyez par exemple je suis sur une unité de temps daily, journalière. Il y a différentes unités de temps. Quand on veut faire du long terme, on va regarder un graphique en mensuel ou en hebdomadaire. Quand on fait du swing trading comme nous, on va regarder du journalier, du 4 heures, voire du 1 heure. Et quand on fait du day trading, on va regarder du 15 minutes, du 5 minutes. Quand on fait du scalping, on va regarder du 1 minute ou du tick. Donc tout ça, c'est des différentes unités de temps qui vous donnent un regard plus ou moins zoomé sur ce qui se passe. Mais voilà, quand on voit une bougie verte, finalement, c'est une bougie haussière. Dans le cadre d'une bougie verte, l'ouverture se fait à la base du corps de la bougie. La clôture, c'est le haut du corps de la bougie. Le plus haut de la période, c'est le haut de la mèche. Le plus bas de la période, c'est le bas de la mèche. On va regarder le Bitcoin pour que ce soit vraiment parlant. On va prendre une bougie journalière, on va prendre la bougie d'hier. Vous voyez, hier, le Bitcoin, il a ouvert à 5 809 $. Il a fermé à 6 480 $. Donc, on a une séance haussière. Il a fait un plus bas assez proche du cours d'ouverture. Donc là, il y avait vraiment une séance où on voit que les acheteurs ont pris la main sur le Bitcoin. Donc, c'est aussi intéressant de regarder la tête de la bougie, la forme du corps et la forme des mèches, en tout cas la longueur des mèches. Et on voit que il a quand même été chercher 6 678 $ au plus haut, en clôturant un petit peu en dessous, mais on voit par exemple sur la bougie d'hier que là, les acheteurs ont profité du repli, ont pris la main. Dans le cadre d'une bougie rouge, évidemment, c'est l'inverse. Une bougie rouge, ça veut dire quoi? L'ouverture, c'est le prix du haut du corps. La clôture, c'est le bas du corps. Le plus bas, c'est l'extrémité de la mèche du bas. Et le plus haut, c'est l'extrémité de la mèche du haut. Si on met ça en application, on peut voir ici la belle bougie vendeuse avec une ouverture qui s'est faite à 6 300 $, une clôture qui s'est faite à 5 800 $, une belle mèche quand même avec une attaque sur la moyenne mobile 50, on voit que ça a été attaqué, mais finalement on a clôturé bien plus haut. Ça traduit quand même que finalement les acheteurs ont repris la main sur la séance. Quand on a une bougie rouge comme ici, où le corps et la clôture se font quasiment, la clôture et le plus bas se font quasiment au même niveau. C'est une séance dans laquelle les vendeurs ont eu la main quasiment toute la séance. Dans le cas d'une bougie rouge, où effectivement on a une mèche qui est quasiment aussi grande que le corps, eh bien on a eu une grosse baisse, mais on a eu les acheteurs qui sont revenus prendre la main. Donc quelqu'un qui ne connaît pas trop l'analyse technique, mais qui voit ce genre de bougie, il peut déjà se dire, ah d'accord, on a une séance de baisse, mais finalement on voit que les baissiers n'ont pas pris la main toute la séance, les haussiers sont venus, il y a eu une vraie bataille, un vrai combat entre acheteurs et vendeurs. C'est ça en fait, la bourse. C'est les gagnants prennent de l'argent aux perdants. Si vous perdez, c'est que quelqu'un en face vous a pris votre fric. Donc c'est un vrai combat entre les acheteurs et les vendeurs. Des fois on est dans le camp des acheteurs, des fois on est dans le camp des vendeurs. Ça c'est deux choses différentes. On peut shorter aussi, et je vous expliquerai après ce que c'est. Mais voilà, déjà le langage des bougies vous permettra d'avoir un regard. Alors qui a mis ça? C'est toi, Il Love Israël? Oh, cher Marc. Marc est allé à Tel Aviv, il a la tête qui a vrillé complètement. Non, je rigole. Il a très très bien aimé notre voyage. Voilà, donc là, oui, sur le coup, on voit moyenne mobile, tout ça, mais on en reverra après. C'est vraiment intéressant de comprendre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, sur les bougies japonaises, on a 4 informations: l'ouverture, la clôture, le plus haut, le plus bas. Donc ça peut vraiment être utilisé quelle que soit l'unité de temps sur laquelle on veut regarder le graphique. Maintenant, nous, ce qu'on vous conseillera, vous verrez, on vous conseillera de partir toujours dans une analyse long terme, donc regarder le graphique mensuel si possible, hebdomadaire, journalier, et puis de descendre d'unité de temps au fur et à mesure. On verra, Kevin, la zone d'accumulation, tout ça, pour l'instant, c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt. Bon, je pense que pour l'instant c'est clair, sur les bougies, ouverture, clôture, c'est pas trop compliqué. Je pense que c'est assez clair. Vous verrez des fois sur certains graphiques, les bougies vertes sont remplacées par des bougies blanches et les bougies rouges sont remplacées par des bougies noires. Voilà, ça c'est chacun un petit peu ses goûts. Moi je mets verte et rouge. Voilà, il y en a d'autres, je vois même des gens qui mettent jaune et bleu pour le fun ou marron et rose. Après chacun met ce qu'il veut, mais c'est traditionnellement vert et rouge. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec les bougies? Ce qui est intéressant, c'est déjà encore une fois de voir ce qu'on appelle les patterns, ce qu'on appelle les figures, donc ce qu'on va voir juste après,
les doji, les harami, les machins, les avalements, les corbeaux, les soldats blancs, tout ça, tout ça. On verra ça juste après, mais donc c'est aussi intéressant de voir la tête de la bougie. Est-ce que c'est un gros corps? Est-ce que c'est un petit corps? Est-ce que c'est une grande mèche? Pas de mèche? On va voir ça dans le détail. Le PDF, je ne vais pas tout lire, hein. Le but, c'est pas de faire de la lecture ce soir. Je vous le donnerai demain, il vous sera envoyé demain. Comme ça, vous aurez une trace de ce qu'on voit ce soir et je vous laisserai le soin de le lire dans le détail. Comme ça, au moins, vous aurez un support. Juste une question, ça veut dire quoi quand la fermeture n'est pas exactement au même niveau que l'ouverture de la bougie suivante? Ça s'appelle un gap, Sylvain. Ça s'appelle un gap. Il y a très peu de gap sur les cryptos parce que c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24. Mais c'est intéressant. On va voir ça, c'est prévu les gaps. On va voir ça. C'est quand on a un décalage entre la clôture et l'ouverture. Ça arrive surtout sur les marchés qui ont une fermeture. Par exemple, le CAC 40, il ouvre le matin à 8h, le futur, il ferme à 22h. Si entre-temps, dans la nuit, il y a eu une très bonne ou une très mauvaise nouvelle et que le CAC a clôturé à 5000 points mais qu'il ouvre le lendemain à 5050 points, eh bien on aura un gap, on n'a pas de cotation entre 5000 et 5050. Donc les gaps ont une certaine interprétation. On verra, il y aura un chapitre quasiment que sur les gaps. Promis. Donc déjà, ce qu'il faut regarder, c'est la tête du corps. Hein. Forcément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, gros corps égale bougie impulsive. On peut le dire. C'est une bougie où à un moment donné, il y a un des deux camps qui a pris la main. Là, on le voit très clairement sur le Bitcoin. Ici, on a une bougie avec un gros corps, sans mèche vendeuse, sans plus bas. Donc là, clairement, c'est une bougie impulsive haussière. Elle avale quasiment en plus la bougie précédente. Là, c'est clair, c'est les acheteurs qui ont gagné la bataille. Sans vraie bataille, contrairement à la bougie de la veille où on a des mèches assez grandes. Donc, c'est un peu énervant les mèches, puisque des fois, on a des stops qui sont placés et on vient se faire sauter par une mèche, ce qui nous est arrivé d'ailleurs sur le Bitcoin dernièrement. Mais là, la bougie ici, elle est impulsive. Donc déjà, ce qu'il faut regarder, par exemple, si vous avez envie de rentrer sur un niveau clé, hein, vous avez tracé un support ici sur le Bitcoin, voilà, on fait un retour sur le support, admettons, à 5880, eh bien, on ne va pas payer, on ne va pas mettre un ordre d'achat, clac, tout de suite à 5880. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre d'unité de temps, on va peut-être regarder le 1 heure, et là, on va attendre justement une bougie impulsive pour rentrer, ou une série de bougies pour rentrer qui vont nous dire l'information suivante, ça y est, je veux acheter, je vois que les acheteurs ont pris la main, ça me permet d'affiner non seulement notre point d'entrée, mais en plus d'augmenter ses probabilités de succès. Donc, regardez déjà la première chose, c'est ok, quelle est la tendance, et encore une fois, on verra ça un petit peu plus tard, mais quel est l'état du marché actuellement? Quelle est la psychologie des opérateurs? Là, vous voyez par exemple, sur la bougie d'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une toupie. Ouais, c'est justement, en plus ça tombe bien, c'est l'explication de la bougie d'après. Une toupie, c'est quoi? C'est une bougie avec un tout petit corps et des ombres assez grandes qui nous donne, on va dire, c'est une hésitation du marché. Alors, il y a des bougies encore plus hésitantes qu'on appelle les doji, par exemple, et en plus, il y en a différentes. Mais les toupies, c'est une phase d'hésitation des cours. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si ce sont plus les acheteurs, plus les vendeurs qui gagnent. En plus, là, il y a une vraie hésitation aujourd'hui parce qu'on voit, vous voyez, les mèches ici sont beaucoup plus grandes que les corps. Donc, on a une ouverture, une fermeture qui, pour l'instant, se font quasiment au même niveau. Mais on a une vraie bataille vendeuse et acheteur. Donc, à un moment donné, les vendeurs ont pris la main. À un moment donné, les acheteurs ont pris la main. Donc là, c'est vraiment une bougie d'hésitation. Donc, il faut surveiller ça. Parfois, on peut avoir 4, 5, 6 bougies. Et donc, 6 toupies, pardon. Et donc, dans ces phases de marché, dans ces phases d'hésitation, il ne faut surtout pas intervenir. Puisque le marché étant hésitant, on a une probabilité de succès de notre trade, que l'on soit acheteur ou vendeur finalement, qui est réduite. Là, si on voulait acheter maintenant le Bitcoin, par exemple, on fait un toupie aujourd'hui, bah, ça nous dit quoi? Ça nous dit, voilà, il y a une hésitation, on ne sait pas trop. Comme on dit chez moi, le marché ne sait pas s'il est mâle ou femelle. Ça, c'est une expression que je reprends souvent. Mais voilà, là, c'est une vraie hésitation, donc c'est normal. Bien souvent, après une grosse bougie comme ça, après une grosse bougie impulsive, on a soit des prises de bénéfices, soit encore une fois des gens comme nous qui hésitent à rentrer. Donc on le voit très clairement sur notre graphique, c'est une toupie. Donc quand vous avez une succession de 5-6 toupies, hein, comme je l'ai très bien mis ici sur notre schéma, après une phase de hausse, hein, là on n'a pas, je vais essayer de vous trouver un exemple. On va essayer de trouver un exemple assez concret. Bon, là sur le Bitcoin on n'en a pas, mais on en trouvera un petit peu plus tard. Quand on a une succession ici de toupies,
ça nous montre vraiment une hésitation et même une faiblesse du camp précédent. Donc, on a une belle hausse ici, on a 5-6 toupies, donc des bougies avec des grandes mèches mais des petits corps. Eh bien, on a une hésitation. Bien souvent, ça annonce un petit peu un retournement de marché. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre, mais ça veut dire prudence. La tendance précédente est peut-être en train de s'estomper. On a peut-être une pause et on est peut-être amené à se retourner. Il y a un retournement possible, voire une phase peut-être pas de retournement complète, mais d'hésitation et de consolidation. Donc c'est important avant de rentrer, de dire, bon, ok, quel est l'état du marché? Il y a un support, il y a une moyenne mobile, etc. Mais là, clairement, on a vu qu'on a une phase d'impulsion, on a les acheteurs qui ont pris la main, mais tout de suite, ils nous refont derrière une toupie, donc ils hésitent, peut-être qu'on va avoir une phase de consolidation qui va se préparer. Et là, justement, c'est ce que nous, on attend, puisqu'on veut que ça consolide, puisqu'on veut acheter le Bitcoin. On le repérera sur le support vers les 5700. Ce serait perfect. On peut regarder sur le Ripple, je crois qu'on avait ça. Non. Bah là, par exemple, voilà. Là, on a typiquement le cas sur le Bitcoin Cash. On a eu une belle phase d'impulsion avec ces deux grosses bougies rouges. Donc là, les acheteurs, très clairement, ont pris la main. Ensuite, on a une bougie de malade avec un tout petit corps et une énorme mèche. Donc il y a une vraie bataille entre acheteurs et vendeurs qui se sont vraiment... imaginez des gladiateurs qui sont en train de se battre. Moi, je veux acheter, non, moi, je veux vendre. C'est qui le plus fort? Et là, vous voyez, on est en train de faire vraiment trois toupies. C'est-à-dire qu'on a trois bougies avec des petits corps et des grandes mèches. Donc je pense, ça traduit quoi? On va certainement consolider. Voilà, on va certainement consolider. Il va y avoir des prises de bénéfices de ceux qui ont acheté un peu plus bas. Il y a aussi tous les stops des vendeurs, des acheteurs qui se sont déclenchés, ceux qui ont acheté beaucoup plus bas. On va, je pense, consolider. En plus, on fait une espèce d'étoile du soir. Vous allez voir juste après ce que c'est. En tout cas, voilà. Là, on a un exemple clair de toupie sur le Bitcoin Cash. Alors, dites-moi tout de suite, est-ce que pour l'instant, ça vous paraît cohérent ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous aimez la façon dont je vous le dis? Est-ce que c'est rapide, trop lent? Dites-moi, puisque l'idée, c'est pas de passer trop de temps non plus sur les bougies, parce que voilà, une fois qu'on le sait, il faut l'apprendre par cœur. Il n'y a pas de secret. C'est pour ça que je vais vous donner le PDF. Le PDF, moi, j'ai participé à beaucoup de sites internet, je ne l'ai pas dit, et c'est pas, je n'ai pas mon nom parfois. J'ai écrit des articles. J'ai écrit des articles il y a 2 ans, il y a 3 ans, pour différents sites qui m'ont payé à cette époque-là. C'est ce qu'on appelle des articles en marque blanche. Ces sites-là ont mis leur marque dessus. Donc, vous retrouverez certainement mes PDF sur différents sites. En tout cas, voilà. Je vous le donnerai pour que vous puissiez avoir le retour. Mais merci, ça me fait plaisir de dire que c'est parfait. On n'est jamais trop parfait, on peut toujours mieux faire. Comme me le dit souvent ma grand-mère. Voilà, donc les toupies, voilà, avec cette faiblesse. Les doji. Alors là, les doji, c'est vraiment très intéressant également. On a un cours d'ouverture qui se situe exactement au même cours que le cours de clôture. Là, c'est vraiment la bougie d'hésitation par excellence. Il y en a plusieurs. Il y a les doji porteurs d'eau. On a, vous voyez, c'est vraiment pile poil au milieu. Les doji dragon, les doji pierre tombale, les doji en croix et les doji en croix inversée. Donc, je vous ai mis la définition exactement, comme ça vous saurez ce que c'est. Alors, le porteur d'eau. Porteur d'eau, c'est vraiment le doji par excellence. On a une barre horizontale qui est située pile poil au milieu de la bougie. C'est l'hésitation la plus complète, puisqu'à un moment donné, on a ouvert, on a monté, on est descendu, on a refermé au même niveau, et on a une équité parfaite entre acheteurs et vendeurs. Là, ce ne sont ni les haussiers ni les baissiers qui ont gagné, on a une hésitation parfaite. Quand on a un doji après une belle tendance haussière, on va essayer de trouver ça sur un autre actif. Je vais aller sur le CAC. Vous voyez, par exemple, ici, on a une succession de doji. On a un match nul. Pardon. Excusez-moi. Oh, décidément. Désolé. Donc, on a vraiment un match nul entre acheteurs et vendeurs. Là, ça veut dire attention. Ça ne veut pas dire que ça va se retourner, mais ce qu'il faudra regarder, c'est la bougie d'après. Là, l'exemple sur le CAC, c'est qu'on a une belle phase haussière. Ensuite, des toupies. Des toupies ici. Donc, hésitation. Attention, il va se passer quelque chose. Un doji. Derrière, un avalement. Vous allez voir ce que c'est après. On a la bougie ici à avaler le doji. Cette combinaison est assez forte. Nous annonce un retournement et derrière, badadra. Donc les doji, il faut vraiment les surveiller. Ça ne veut pas dire prenez une décision, ça veut dire surveillez-moi ça. Attention.
il se passe un truc, il y a une hésitation. La bourse, historiquement, elle est faite pour monter. Hein, c'est pour ça que nous, d'ailleurs, on va quasiment faire que des achats sur les cryptos. Mais voilà, il faut vraiment regarder les doji. Intervenir sur un doji, c'est nul. C'est-à-dire que si ce soir, si à ce moment-là, on ne connaît pas la suite, hein, d'accord, voilà. Là, on ne connaît pas la suite, on a vu qu'il y avait un doji, par exemple. Si celui qui achète là-dessus, il n'a rien compris à l'analyse technique. Permettez-moi. Il va dire, je vais attendre la bougie d'après, et comme ça, je vais avoir un indice sur ce qui devrait se passer. Et donc la bougie d'après, blam, avalement. Oula, j'ai bien fait de ne pas acheter, on avale. Eh ben, je vais peut-être me faire un petit short. Mim, 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 mim. Donc bref, il faut, vous avez peut-être vu ceux qui me suivent sur Snapchat. On a fait nous deux très 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 bons jours. On baisse sur les indices évidemment. Voilà. Là j'ai racheté d'ailleurs le CAC tout à l'heure, mais bref, c'est pas très important. Les doji, c'est intéressant à surveiller. On a le doji dragon. Là, c'est un peu l'inverse. On a une ouverture, une fermeture qui se font en haut de la bougie, et ensuite on a une mèche. Alors celui-là, il est vraiment assez rare. Hein. On a un seuil d'ouverture et de clôture qui est au même niveau, c'est situé au plus haut, et ensuite on a une grande mèche, comme ça. Dans le cadre d'une phase de baisse, ça, le doji dragon, c'est un signal de retournement haussier. Voilà, donc ça veut dire que si vous avez une phase baissière, je vais essayer de vous trouver un doji dragon, j'en ai pas. Bref, si vous avez une phase de baisse, clac, un cours qui vient baisser, et en bas vous avez votre doji dragon, si vous dessinez ça aux petits oignons, qu'est-ce que c'est que ça, ce trait, hop. J'essaie de le faire proprement. Voilà. Vous voyez, je le fais rapidement. Hein, c'est pas, voilà. Et admettons un jour vous voyez ça sur un graphique. Ça, c'est un très fort signal de retournement aussi. Donc moi, j'attends toujours des confirmations. Je ne me positionne jamais sur un doji comme ça, un petit peu à l'arrache. J'attends toujours la bougie d'après. Et idéalement, on pourrait même avoir, ça ce serait le top du top. Je vais trouver voilà, rectangle. Si juste après un doji dragon, on avait un petit avalement haussier, voilà, c'est l'idéal de l'idéal. Voilà, un truc comme ça, une bougie verte après, bah là, magique, magique. Là, je vends ma mère, mes soeurs, ma copine pour me positionner sur l'actif en question. Mais un doji dragon, vous en verrez peu. Vraiment, en 5 ans, j'en ai peut-être vu. Je parle en journalier, en 5 minutes, vous en verrez plein. En daily, vous en verrez assez peu. On en a un sur le DAX. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. DAX futur. Je vais essayer de vous trouver. Oh là. Là, c'est pas grave. J'ai un listing. On en a un 15 minutes. Regardez-moi ça. Un beau doji dragon. J'espère qu'il va y être parce que ça, c'est en CFD. Ah, il n'est pas en CFD. Il n'est pas en CFD, il n'est que sur le futur. Dommage. Sur le futur, ici, on avait un doji dragon suivi d'une bougie verte. C'est pas très grave. En tout cas, si vous voyez un doji dragon, maintenant, vous vous souviendrez que c'est une bougie de retournement haussière dans une phase baissière. A l'inverse, évidemment, la pierre tombale, c'est l'opposé du doji dragon. Pourquoi on appelle ça une pierre tombale? Ça ressemble à une pierre tombale, tout simplement. Ça, c'est un signal de retournement baissier dans une phase haussière. Donc, si demain, on va sur le Bitcoin, on est sur TradingView. On va se mettre sur le Bitcoin. Parce que voir les bougies, ça ne va pas vous servir qu'à rentrer en position. Ça va aussi vous servir à prendre vos bénéfices. Alors, si vous êtes rentré sur le Bitcoin, admettons, il y a une grosse phase de hausse. Allez, vas-y, va me chercher mon graphique, s'il te plaît. Il joue avec moi, là. Désolé, c'est les aléas du direct. On va recharger, excusez-moi. La baisse et on... C'est ça qui est important à retenir, c'est que sur les bougies, l'intérêt, c'est pas non plus que rentrer en position, c'est aussi savoir quand sortir, parce que c'est comme ça que vous allez gagner. Si vous achetez un très bon prix, ça a beaucoup monté, mais que finalement vous avez revendu en dessous, vous avez perdu. Donc, admettons demain, vous achetez le Bitcoin. Il monte, il monte, il monte, il monte, vous faites un gros profit. Et hop, vous voyez un doji pierre tombale. Vous quittez le navire. Vous prenez vos bénéfices. Ça ne veut pas dire peut-être que ça va baisser, mais en tout cas, vous avez sécurisé.
Et puis comme ça, s'il y a une consolidation, vous rentrerez plus bas. Donc, regardez bien les bougies avant d'entrer, mais aussi pendant votre position. Ça ne sert à rien d'aller regarder toutes les bougies en 5 minutes, de dire « Ah, vite, je vais chercher un doji pierre tombale. Oh, il y en a un, je le sors. » Si vous faites du swing trading comme nous, contentez-vous d'aller regarder les bougies en journalier, voire en 4 heures, mais ne descendez pas en dessous. Ça ne sert à rien. Mais voilà, je suis en journalier, j'ai payé le bitcoin. Marc, il en a. Quel est tes bitcoins les moins chers, Marc, entre nous? 100 $. Marc, il a des bitcoins qu'il a achetés à 100 $. Il ne va pas regarder un graphique 5 minutes. Lui, il est fait pour le long terme. Par contre, s'il regarde en hebdomadaire, parce que c'est sur du long terme, et s'il voit, je suis certain, un doji pierre tombale, à mon avis, il va commencer à avoir le cœur qui palpite. Donc, il fera peut-être une petite prise de bénéfice. Et après, on a le doji en croix, avec une ombre haute qui est 2 fois moins grande que l'ombre basse. Là, c'est plutôt une bougie d'hésitation, mais c'est un signal haussier dans une baisse. Donc, si vous voyez un doji après une phase de baisse, un doji en croix, là, c'est un signal également de retournement, un peu moins puissant que le doji dragon, mais vous en verrez un petit peu plus. Donc, les doji, vraiment, il y a des gens qui traitent qu'avec ça. Moi, j'ai un client qui s'appelle Michel, qui est vraiment très très bon, quelqu'un qui vit du trading, qui vit en Thaïlande, parce que la vie est pas chère, et qui est très 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 bon, qui fait que du scalping sur le DAX avec les bougies. Il fait même pas de support, il fait même pas de résistance, il fait que du scalping. C'est du scalping, c'est quoi? S'il achète, il vend, il achète, il vend, ses positions elles durent 5 minutes, mais voilà, il voit un doji machin, il achète, il voit un avalement, il vend, enfin clac clac clac, et ça marche très très bien pour lui. Donc retenez ça, c'est du par cœur, imprimez-les, collez-vous sur votre écran d'ordinateur, vous faites-vous un petit cahier, et puis comme ça au moins, vous aurez ça sous les yeux. Alors c'est vrai que c'est mieux, très bonne remarque d'Alain, quand on voit ce genre de bougie, moi je vous conseille, et Marc sera d'accord, toujours attendre une confirmation. Ça ne mange pas de pain, on rentre un petit peu plus tard, mais on a plus de probabilité de succès. Parce que qu'est-ce qu'ils nous font les fonds d'investissement avec les gros robots? Qu'est-ce qu'ils nous font les gros fonds américains avec les geeks qui sont derrière à nous faire des algorithmes? Ils nous font des pièges. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire un doji de pierre tombale pour vous dire et vous faire croire que ça va baisser. Vous allez vendre, et puis derrière, vous êtes trompé. Ça existe aussi. Donc, attendez une confirmation. Si vous voyez un doji pierre tombale, attendez la bougie d'après. Si elle est rouge, ça valide, on rentre. Si elle est verte, on rentre. Très bonne remarque d'Alain, tu as gagné un bon point. Alain, je te rappelle qu'au bout de 3 bons points, tu peux acheter une image, et au bout de 5 images, tu as le droit à un j'aime lire. C'est ce que j'avais moi quand j'étais à l'école, jusqu'à ce qu'elle brûle. Malheureusement, il n'y en avait pas à 50 km à la ronde, donc j'ai dû arrêter très tôt. Voilà pour les doji. J'espère que c'est clair pour vous pour les doji. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, encore une fois, à utiliser le chat. Les Marubozu, alors là c'est l'inverse des doji, c'est-à-dire qu'on a des gros corps sans mèche. Voilà. On a le Marubozu haussier, le Marubozu baissier. Alors vous avez compris que le Marubozu haussier c'est une bougie verte, le Marubozu baissier c'est une bougie rouge. Là on a une séance pleine de pression avec l'un des camps qui s'est imposé, quoi. Imaginez, vous savez, les anciennes bagarres où il y avait le camp A qui se tapait contre le camp B. Là, le camp acheteur, par exemple, dans le cadre d'un Marubozu haussier, ils ont tout défoncé. Ils n'ont pas laissé une miette aux vendeurs. Et dans le cadre d'une Marubozu baissier, c'est pareil, ils sont arrivés, bam, ils ont tout. Vous vous rappelez de Bud Spencer, hein, le gars dans les westerns un peu rigolos, là, celui qui tapait avec son poing là, sur la tête. Moi, je vois Bud Spencer. Quand je vois un Marubozu baissier, j'imagine des vendeurs qui arrivent et bam, qui tapent sur la tête des haussiers. Voilà, donc ça, c'est un très 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 fort signal de tendance. On l'a un petit peu hein, sur le Bitcoin si on le regarde en daily. Vous voyez là, bon, la paille, là ici, voilà. Ici, on a un beau Marubozu. Ici, donc, des fois, ça vaut le coup de se dire, allez, il y a un Marubozu, on est dans une tendance. Là, c'est clair, les acheteurs, ils ont la main. Ça vous sert à vous dire, bon, je vais me positionner dans le sens de la foule. Moi, ça m'arrive sur le trading classique d'être ce qu'on appelle contre-tendance, c'est-à-dire ça monte, je vais vendre, ça baisse, je vais acheter, parce que j'ai une stratégie qui utilise les divergences et vous verrez ça beaucoup plus tard. Vous qui débutez, allez pas contre la foule, suivez-la. Donc, voir un Marubozu, là, clairement, moi, je me rappelle, et je vous avais un peu arraché, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était au début de notre service, là, il y en avait qui voulaient vendre. Il y avait des abonnés, et je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont osé le dire, et de toute façon, ils se sont abonnés, donc respect à eux, mais ils voulaient vendre. Quand je vois une bougie comme ça, je vous jure que je ne veux pas vendre. Là, on a les acheteurs qui sont arrivés, un peu comme dans Grise, avec leur cuir noir, tananam, hop, paf, ils ont pris la main. Donc, c'est important. Si vous avez envie d'acheter le Bitcoin, vous avez un point d'entrée sur un niveau, par exemple ici, sur le support, et que vous descendez en 1 heure pour attendre un bon point d'entrée, vous voyez un gros Marubozu, vous rentrez, c'est OK. Vous avez compris, le Marubozu, il vous donne la puissance, ça vous permet
aussi de ne pas sortir, parce que c'est dur de tenir une position, de garder un trade, qui va monter, 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 monter. Mais on le sait très bien, ça ne monte jamais d'un point A à un point B. Hein, ça va monter, ça va rebaisser un peu, ça va remonter, ça va rebaisser. Quand vous allez voir un Marubozu haussier, si vous êtes acheteur, tenez votre trade. Là, par exemple, ici, celui qui était acheteur là, et il a vu ça, il ne va pas couper son trade. Il va se dire, putain, les acheteurs, ils ont bien pris la main, ils gagnent, je vais garder mon trade. Ah, par deuxième Marubozu derrière. Ah, bah, je vais encore le garder. Vous voyez, ça vous sert aussi à ça. Donc, surveillez bien tout ça. Là, on le voit, je vous l'ai mis sur le petit schéma. On a un beau Marubozu baissier qui, derrière, a entraîné encore plusieurs séries de baisse. On l'a aussi sur le CAC, hein, la séance de mercredi dernier. On avait un gros Marubozu baissier. Voilà, on ne va pas acheter un niveau juste après un Marubozu. On va se contenter soit de patienter, soit d'essayer de rentrer dans le sens de la tendance. Ensuite, vous avez les marteaux ou les pendus. Donc, c'est exactement la même figure, sauf que forcément, ils ne sont pas placés au même endroit. On va les différencier en fonction de leur position dans le mouvement. Donc, c'est une bougie où il y a un corps et une grande mèche en dessous. Le marteau, lui, il est situé dans un creux ou après une baisse. Hein. Donc, on a une bougie, la couleur, on s'en fout un petit peu. On a un corps suivi d'une grande mèche. Ça annonce un retournement haussier. A l'inverse, le pendu, hein, on imaginait la tête de quelqu'un avec son corps, hein, c'est pour ça tout simplement qu'on l'appelle le pendu, malheureusement. On a un sommet, donc on a une phase de hausse, et ensuite on a une bougie, donc avec un petit corps en haut et une mèche. Donc ça annonce une baisse. Donc, encore une fois, on attend une confirmation, mais les pendus et les marteaux, c'est également intéressant là-dessus. Je suis en train de vous regarder si j'en vois pas un sur le Bitcoin. On va peut-être plus en voir. Je vais mettre sur un autre actif. On est sur le DAX pour voir. On va voir si on a ce genre de bougie. Ici, vous voyez, on en avait un. On avait un marteau. Ici, donc après une phase de baisse, un marteau. Et derrière, on a bien eu notre retournement. Je regarde si j'en vois d'autres. On va ça change d'unité de temps. Ici, on en avait un aussi. Vous voyez, une phase de baisse, un marteau, suivi d'une belle bougie verte. Paf, signal d'achat. Je regarde si on voit autre chose. On va regarder en 15 minutes. Bon, en tout cas, je pense que vous avez compris le principe. Ça, c'est pareil. Ça ne veut pas dire qu'il faut se jeter dessus. On attend toujours une confirmation. Mais vous avez envie de faire un day trade sur le Bitcoin. On va sur le Bitcoin. Hop, on va retourner dessus, par exemple, en 15 minutes. Voilà, on va sur le Bitcoin en 15 minutes. On a ici un marteau. Derrière, une bougie verte. Paf, on paye. Donc c'est toujours facile à dire après coup. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est quand vous préparez un plan de trading, vous regardez l'atmosphère, vous regardez, on va dire, dans quelle situation technique se trouve l'actif en question. Et derrière, le but, c'est de prendre une décision, dire, voilà, il fallait acheter là, il fallait vendre là. Ça, tout le monde sait faire, même ma petite sœur. Mais il faut regarder les choses dans leur contexte. Et il n'y a pas que la tendance, il n'y a pas que le support. On va regarder la tête des bougies en 4 heures, par exemple. Ah, j'ai envie de payer le Bitcoin. Ok, on est sur un support. En plus, on a un marteau. Let's go. Vous voyez, ça vous rassure. Moi, ce que je fais, c'est simple, c'est que je me mets des notes sur mes trades, de 1 à 5. 1, j'ai une conviction dans la tête, mais j'ai pas trop d'éléments techniques qui vont valider ma conviction. Et vous avez compris, 2, 3, 4, 5. 5, j'ai une conviction fondamentale, j'ai un niveau support, j'ai une moyenne mobile, j'ai un marteau, et en plus, j'ai une annonce très bas. Enfin, vous avez vu un peu l'idée. Convergence exactement d'indicateurs, convergence de signaux. Et plus on a de convergence, évidemment, mieux c'est. Alors les marteaux, les pendus marchent dans les deux sens, mais à ce moment-là, c'est des marteaux inversés, des étoiles filantes moins l'un. Tu vas un peu vite. Là, c'est l'inverse totalement des marteaux, des pendus, c'est-à-dire qu'on a d'abord le corps et ensuite une grande mèche. Donc l'étoile filante, c'est dans le cadre d'une tendance haussière. Hein, vous le voyez, on a une phase de hausse, une étoile filante. Là, ça annonce souvent, c'est souvent un signal baissier. À l'inverse, on a une phase de baisse, un marteau inversé, et là, c'est souvent un signal de retournement aussi. Donc ça, il faut surveiller également, hein, vous les notez. C'est les plus importants pour l'instant de ce qu'on a vu. On a les toupies, les doji, les Marubozu, où là, ça vous donne vraiment ce qui se passe, ça vous évite peut-être aussi de faire des bêtises. Et les figures plutôt de retournement, les marteaux, marteaux inversés, pendus, étoiles filantes.
Avec 2 minutes. Voilà, donc juste après, on va voir justement les figures qui sont formées de plusieurs bougies. Il est 8 heures, ça fait déjà 1 heure que je parle, j'ai la bouche pâteuse. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause. Hop, je vais essayer de réduire ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. On fait une toute petite pause de 5 minutes. Ceux qui fument peuvent aller fumer une petite cigarette. Les autres buvez un verre d'eau, prenez des notes. Et je vous donne rendez-vous, allez, il est 57 à 8 heures pile. A tout de suite. Voilà, la pause est finie. Donc on a vu les figures formées par les bougies seules. Maintenant, on va attaquer avec les figures formées de 2 bougies. Donc on a ce qu'on appelle l'avalement, ou certains l'appellent l'englobante, hein, ça dépend vraiment de ça, ce langage, hein, c'est un peu comme Marc et moi-même. Marc est belge, moi je suis français, des fois on ne se comprend pas, mais on va dire la même chose. Bien voilà, si vous entendez parler d'englobante, avalement, c'est exactement pareil. C'est une figure formée par 2 bougies, c'est pas très dur à comprendre. Le corps de la deuxième
avale la première. Alors, vous avez des avalements où on avale que les corps, vous avez des avalements où on avale que les mèches. Voilà, évidemment, un avalement sur un corps et un avalement sur un corps plus mèche, eh bien, le deuxième cas aura plus de poids. On va essayer d'en trouver un avalement. Regardez, pareil, encore une fois, je regarde sur les plus petites unités de temps parce que c'est un petit peu plus facile à trouver. Là, j'en ai pas, on va regarder dans 5 minutes. Il n'y a pas beaucoup sur le Bitcoin. On va pas se prendre la tête, on va regarder sur le CAC. Alors, je sais qu'on en avait un en journalier. Regardez sur le CAC, sur le DAX. J'aimerais vous en trouver un. Non, j'en ai pas d'avalement. Bon, je suis désolé, vous avez compris l'idée. En tout cas, on a une bougie 2 qui avale la bougie 1. Où on avale. Il faut regarder les corps, hein, c'est vraiment le plus important. Moi, les mèches, vous avez bien compris que c'était pas mon problème. C'est des excès de marché pour moi. Donc, évidemment, quand on a une phase de baisse, comme on peut l'avoir ici, et qu'en bas, on a un avalement haussier, c'est un signal assez fort de retournement. Donc, il faut encore attendre la bougie d'après pour confirmer l'avalement haussier. A l'inverse, vous avez un avalement baissier. Donc là, c'est après une phase de hausse. Vous avez un avalement. J'aimerais bien vous en trouver un quand même. Peut-être en 1 heure, on va en avoir un. Donc là, vous voyez, par exemple, ici, c'est pas un vrai avalement, puisqu'on pourrait croire que ça avale, mais ça avale pas. On va bien en trouver un, punaise. Purée. On va bien trouver ça quand même. Qu'est-ce que c'est que cette action? C'est du live, hein, c'est du. Ah, on en avait en semaine, je crois, en weekly. Vert, rose. Bon, bref, vous avez compris ça, ce que c'était, on en recherchera plus tard. Là, c'est vraiment un signal intéressant. Ceux qui font un peu de trading, si vous avez, encore une fois, ne vous positionnez pas, s'il vous plaît, que sur les signaux des bougies. Convergence, convergence, convergence. On regarde, on est sur un support, on est sur un niveau clé. Nous, ce qu'on cherche avec Marc, quand on veut payer les cryptos sur une unité de temps daily, hein, on va regarder le Bitcoin sur du journalier. Là, par exemple, on est sur le Dash, là, exactement. On va se remettre sur le Dash. On est sur le Dash. On a dit quoi? On a dit le Dash. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est le Dash Bitcoin. Pour moi. Le Dash dollar, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, effectivement, si on revient sur cette zone-là, on paiera. On ne va pas payer pile poil. On va descendre d'unité de temps, on va se mettre en 1 heure et on va attendre un avalement 1 heure. Et là, si on a un avalement 1 heure, Marc, c'est notre point d'entrée. Exactement ça. Donc, surveillez les avalements quand vous avez envie de rentrer en position, quand vous avez décelé un niveau clé. Vous vous rappelez de ce qu'on vous a dit? Ah tiens, il a dit la moyenne mobile 50, elle est OK. Vous pouvez quand même tenter, mais le mieux c'est d'attendre au moins un avalement en 15 minutes pour rentrer. Marc, tout à l'heure, il m'a giflé parce que je voulais absolument rentrer sur l'euro dollar. D'ailleurs, je suis rentré. On a attendu un avalement 15 minutes, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Vous avez l'opposé. Là, c'est ce qu'on appelle le harami. C'est l'inverse d'un avalement. C'est la bougie 1 qui avale la bougie 2. C'est moins fiable. Les haramis, on en a un peu tout le temps. Moi, je l'aime pas trop. Je vous le dis, je vous l'ai mis parce que vous l'entendrez, c'est quand même une bougie majeure, mais c'est pas ma préférée. Il y en a tellement que je les travaille pas. C'est ça aussi qu'il faut regarder. Si des signaux que je vous raconte, il y en a 35 par jour, vous en sortirez plus. Donc, concentrez-vous sur les avalements. Là, vous avez les figures de 3 bougies. Et ça, celles-là, je les aime bien par contre. L'étoile du soir. L'étoile du soir, ça c'est magnifique. C'est une figure qui est formée par 3 bougies. Alors la bougie du milieu, la couleur, on s'en fout un petit peu. Vous voyez, on a vraiment cette forme-là.
sur l'étoile du soir. On a une première bougie. L'idéal, c'est même d'avoir un gap entre la bougie 2 et la bougie 1. Et on a une troisième bougie, là, qui est importante, qui est plutôt une bougie baissière. Donc on a une bougie haussière, une deuxième qui ouvre au-dessus de la première et qui ferme évidemment au-dessus de la première, dont la couleur n'est pas très importante. On a une bougie 3 qui, elle, est une bougie plutôt baissière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une étoile du soir. Bien souvent, ça annonce un retournement de tendance. Encore une fois, on peut aller sur le CAC 40. Il y a quelqu'un qui a allumé son micro. Je passe à la, je sais pas quoi. Je passe à l'action. Merci de couper votre micro, cher ami. En semaine, je crois qu'on a une étoile. Voilà, donc on en avait une belle étoile du soir en hebdomadaire la semaine dernière sur le CAC. On a une phase haussière, une bougie 1, une bougie 2 qui avait ouvert au-dessus et une bougie 3. Donc, elle n'est pas, c'est pas la plus belle que j'ai vue du monde. Vous voyez, là, ici, par exemple, c'est pas une étoile du soir parce qu'on a vraiment une bougie 2 qui est à l'intérieur de la 1. Mais c'est intéressant. Alors, ces figures-là, elles doivent évidemment apparaître après une phase. Si on est dans un range, et qu'est-ce qu'un range? Un range, c'est un moment où le marché est plat. Comme ici, ça vaut rien. C'est après une impulsion, après une série de 5, 6, 7 bougies haussières, où là, si on a une étoile du soir, je prends mes bénéfices si je suis acheteur. Et si on confirme cette bougie-là, je vends. Donc vous voyez, ceux qui voulaient shorter le Bitcoin, et encore une fois, je ne vous en veux pas, je ne suis pas là pour vous dire je suis meilleur que vous, ce n'est pas la question. On sait des choses, on vous les donne, tant mieux. Ceux qui voulaient vendre le Bitcoin, il n'y avait pas de signaux. Il n'y avait pas de signaux. Si par contre on avait une étoile du soir validée, là, pourquoi pas. Ok? Bon anniversaire avec toutes les bougies. Eh oui, Fred, c'est ça. S'il fallait souffler toutes les bougies sur le graphique, on serait mal. Donc l'étoile du soir, c'est assez intéressant. On a l'étoile du matin, bah, c'est exactement la même chose, mais inverse. Elle apparaît après une phase de baisse. On a une première bougie dans le sens de la tendance, donc une bougie baissière. La deuxième, on s'en fout un peu de la couleur, mais on a bien l'ouverture qui se fait sous la clôture de la première. Et ensuite une bougie haussière ici. Donc regardez bien cette configuration. Là, c'est intéressant. Si on a un doji ou un gap sur la bougie 2, encore une fois, ça renforce cette conviction de retournement. Donc l'étoile du matin, elle est intéressante. Encore une fois, je répète, convergence, convergence, convergence. Je veux payer un niveau. Je regarde, je descends un petit peu d'unité de temps. Je me mets en 1 heure ou en 15 minutes. J'ai une étoile du soir, une étoile du matin sur mon niveau support. Bam, je paye. Donc retenez ça, c'est vraiment très, très, très efficace. On a ensuite les 3 soldats blancs et les 3 corbeaux noirs. Là, c'est vraiment une figure de continuation de la tendance. Ça veut dire quoi? Quand on a 3 bougies comme ça, c'est vraiment des grosses bougies impulsives qui se suivent et dont les ombres sont vraiment les plus faibles possibles. Généralement, on a des gros corps comme ça. C'est une bougie où on voit que la tendance perdure et il ne faut surtout pas aller contre la tendance quand on voit des corbeaux noirs ou des soldats blancs. Donc voilà, là ça vous aidera cette bougie-là. Elle ne va pas forcément vous enlever à rentrer en position. Parce que quand on a 3 soldats blancs, c'est-à-dire qu'on a déjà pris sur le Bitcoin, on a déjà gagné 1000 $. Il ne faut pas rentrer après. Mais ça vous évitera peut-être de shorter ou ça vous évitera de prendre vos bénéfices trop tôt. Voyez, on peut se remettre sur le CAC en 1 heure. Je me mets sur le CAC parce que je les vois, moi je les vois plus facilement dessus. On a ici en 1 heure. Ah merde, je ne l'ai pas. Bon, là sur le DAX. Ouais, par exemple ici, on a 3 soldats blancs. Donc là, celui qui voulait shorter ce niveau-là parce que c'était une ancienne résistance, en ayant vu ces 3 bougies-là, il va peut-être se dire, oula, comme un marabouzou, oulala, là c'est les acheteurs qui ont la main, je ne vais pas shorter. À l'inverse, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, mais celui qui voulait acheter ici parce que c'était un comblement de gap, c'était précédé de 3 corbeaux noirs, voilà, oula, je ne vais peut-être pas acheter parce que là, on voit que les vendeurs, ils ont vraiment eu la main. Vous avez compris un peu l'idée ? Voilà, donc comme vient de le dire Marc, la configuration des bougies, des chandeliers japonais, c'est qu'une partie de notre prise de décision. Ce n'est pas parce que j'ai un avalement, uniquement un avalement, que je vais vendre ou je vais acheter l'actif. S'il y a un haut de canal, une divergence baissière, une moyenne mobile et en plus un avalement, là oui, je vais me positionner. Mais c'est un argument supplémentaire. Il faut travailler avec des arguments, surtout pas travailler avec ses convictions. Évidemment, quand vous avez un peu de bouteille, comme nous on peut l'avoir avec Marc parfois quand on a fait une belle journée,
On peut se prendre un petit trade pas trop chargé sur une conviction, voilà, c'est beaucoup monté. On sait par exemple que quand le CAC il fait 3-4 séances à plus 1,5%, plus 1,5%, plus 1,5%, naturellement il y aura une petite consolidation. On va peut-être se permettre. Mais voilà, là sur les cryptos, vous voyez, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc il faut vraiment travailler avec des arguments et donc travailler avec les bougies. Ça vous renforcera votre prise de décision, ça vous aidera à non seulement rentrer, mais surtout tenir et en plus ne pas faire de bêtises, puisque comme j'ai très bien dit dans le groupe, hein, c'était pas pour me faire mousser. Nous, notre job, c'est de vous former, c'est de vous donner des trades, mais c'est aussi de vous éviter de perdre. Et ça, on ne peut pas le monétiser. Celui qui a perdu le trade sur le Bitcoin, mais par contre, qui n'a pas shorté ça, qui n'a pas sorti ci, et qui n'a pas shorté ou qui n'a pas acheté parce que Romain ou Marc a dit que, bah, effectivement, il s'est peut-être pris un stop, mais il a évité 3-4 pertes. Et ça, il faut aussi regarder. Donc, c'est aussi notre job de vous éviter de faire des bêtises. Les bêtises qu'on a fait, hein, moi personnellement, je vous raconte mon histoire. Quand j'ai commencé le trading, j'ai cramé mon premier compte. Ça, je pense que Marc aussi. Hein, tu l'as fait, Marc. Parfait. Voilà, premier compte, je l'ai déjà raconté, mais j'avais ouvert un compte à 1000 ou à 500 euros, je ne sais plus. J'avais fait une méthode, mathématiquement, c'était sûr qu'au bout de 20 trades, j'arriverais à 50 000 et puis ensuite je serais millionnaire avec 500 euros. Et puis le compte, il a fait un trade. J'ai pris un trade, je crois. J'ai secoué mes 500 euros que j'avais mis 2 semaines à l'époque à économiser, parce que j'étais étudiant. Non, enfin, j'étais en fin d'études, je venais tout juste d'avoir 18 ans. J'ai arrêté l'école à 18 ans, malheureusement. J'ai dit à la cramer. Il n'y en avait pas à côté, donc j'ai arrêté. Mais voilà, Alain qui nous dit aussi. Mais voilà, mais tout le monde. Donc moi, si je pouvais vous éviter ça en vous donnant ce qu'on sait, c'est déjà une grande partie du challenge de remporter. Vous voyez, Alain qui nous dit que lui aussi, il a cramé. Tout le monde. Et je pense que c'est comme ça qu'on prend valeur du trading. On comprend que c'est pas facile. Il y en a plein qui vous font croire que c'est facile. On peut gagner à tous les coups. Vous allez voir, vous allez vivre du trading avec 1000 euros, blablabla, si, ça. Alors, c'est sûr que ces gens-là font beaucoup de chiffre d'affaires. Hein, c'est clair, ils font rêver les gens sont contents. Mais derrière, il n'y a rien. Donc, clairement, moi, je préfère vous dire on va d'abord essayer de ne pas perdre. Puis ensuite, si ça se passe bien, on va essayer de gagner. Évidemment, hein, ça reste qu'un discours. Bon, on a fini le chapitre 1 sur les bougies japonaises. Ça, vous rassurez-vous, je vais vous l'envoyer, comme ça au moins vous l'aurez. Et puis on fera aussi peut-être tout à l'heure une analyse un petit peu plus poussée du plan sur le dash, hein, mon Marc, avec le stop, les objectifs, comme ça ceux qui veulent le prendre le prendront. Là, on va passer à la partie questions-réponses. D'abord sur le sujet de ce soir. Et ensuite, on va faire questions-réponses un petit peu plus générales sur les questions de votre choix qui peuvent ne rien avoir à voir à ce soir, sur nos services, sur les choses personnelles. N'hésitez pas. Donc, je vous invite à écrire vos questions dans le chat ou prendre la parole si vous avez envie de parler. On vous écoute, on vous attend. Alors, il y a Happy Coaching qui nous dit pour le Litecoin, dollar, 15 minutes, comment tu interprètes la forme actuelle? Très bonne remarque, très bonne question. Alors, pour moi, il faut placer les choses dans leur contexte. D'abord, on replace les choses dans le journalier. Pour moi, on est plutôt dans une phase légèrement ascendante. On peut aussi dessiner un petit canal. On est dans une phase légèrement ascendante. Pour moi, cette figure en 15 minutes, donc sachant que la tendance majeure est plutôt haussière, ça c'est ce qu'on appelle un drapeau. C'est une figure de continuation de la tendance. C'est-à-dire qu'on a une phase d'impulsion. Ensuite, on a un drapeau. Il faut l'imaginer comme un vrai drapeau. C'est pas plus compliqué. Bon, je vais vous le dessiner, ça va être plus simple. Ça, c'est une figure de continuation. On verra, ça c'est la semaine prochaine justement. Je le fais assez rapidement, pardonnez-moi. C'est une figure de continuation de la tendance. Ça explique quoi? Ça explique qu'il y a une impulsion, il y a une accélération. Et à un moment donné, les gens qui ont acheté bas, ils vendent. C'est quand même le but de la bourse. Donc il y a une phase de consolidation qui passe par des bougies qui ne sont pas trop impulsives, donc les fameuses toupies qu'on connaît. On va corriger bien souvent entre 23% et 38% de Fibonacci. Donc, on verra aussi ça dans un autre sujet, on va voir plein de choses. Moi je prends les corps, on peut prendre les mèches, c'est comme on veut, on prend la phase d'impulsion. Vous voyez, je dis pas que des bêtises, on est pile poil entre les deux. On va corriger entre 23 et 38% de Fibonacci.
et on a une cassure. Bien souvent, les drapeaux sont à 80% cassés par le haut, et donc c'est un signal acheteur. Quand on casse comme ça un drapeau, on achète. Ah, Marc, tu m'as fait peur. Voilà, donc c'est une figure de continuation. Bien souvent, c'est un signal d'achat. Moi, en 15 minutes, hein, dans ce genre de choses, bah, j'achète sur les cassures du drapeau et je mets un stop sous le drapeau. Et j'essaie de prendre un morceau. Donc ça, c'est assez intéressant. Très, très bonne question pour notre ami Happy Coaching. Alors, pourquoi je préfère les trades XX dollars que les trades XX Bitcoin? Alors ça, c'est une bonne question. Marc, lui, va plutôt souvent regarder, par exemple, le Dash Bitcoin ou j'allais dire le Bitcoin, l'Ethereum Bitcoin, parce que lui, il est plus habitué à travailler sur des exchanges, étant donné qu'il a des Bitcoins depuis longtemps, et c'est devenu sa référence, son or à lui, le Bitcoin. Moi, je vais plus regarder face au dollar, parce que étant donné que le dollar est plus stable, ça me permet d'avoir des graphiques déjà d'une part plus propres, et c'est tout bête. Vous voyez, par exemple, le Dash, il monte. Mais comme le Bitcoin monte plus fort que le Dash Bitcoin baisse. Donc, ouais, c'est un peu, pour moi, ça peut fausser un petit peu. Le Bitcoin étant très volatile, pour moi, je préfère regarder des graphiques X dollars qui, pour moi, sont un peu plus stables, sachant qu'en plus, moi, je travaille avec un compte eToro, c'est un compte en dollars. Donc, pour moi, c'est mieux. C'est très intéressant de voir les deux. C'est pas plus mal. 3000 net par mois. Sache qu'en France, si tu veux gagner 3000 euros par mois, en France, il y a à peu près 50% d'impôts sur la bourse. D'accord? Donc, si tu veux tirer 3000 euros de revenus, il faut générer 6000 euros de profit. Pour gérer 6000 euros de profit, sans partir du fait que tu gagnes tous tes trades, hein, en appliquant nos plans, en gagnant 6-7 fois sur 10, donc en étant un trader normal, il te faudra à peu près un capital effectivement entre 100 et 150 000 euros. En dessous, c'est possible, j'ai vu des gens tirer des très beaux revenus avec 10 000 euros, avec 30 000 euros. La marque, par exemple, il a un compte assez intéressant en perso, on peut le dire ou pas? Il a un compte, nous on gère de l'argent de notre patron, on est sur plusieurs millions, mais on a aussi des comptes perso. La marque, il a un compte à 20 000, il est monté à 28 000 en un mois, par exemple. Donc c'est une grosse performance. Maintenant, il sait très bien qu'il ne fera pas ça pendant 10 ans. Ça allait demander, il espère, il me fait oui derrière, ça allait demander beaucoup d'efforts. Et dans ces cas-là, vous utilisez quand même un peu de levier, il y a un peu de pression, et votre première erreur, c'est un peu délicat. Donc pour être tranquille, pour ne pas prendre trop de risques et justement pas être amené à faire des conneries, en dessous de 100 000 euros, ça me paraît compliqué de vivre du trading. Après, il y a des pays, comme nous, on est en Andorre par exemple, où là, la fiscalité sur la bourse n'existe pas. Donc déjà, c'est déjà beaucoup plus facile pour essayer de vivre du trading. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne connais pas de trader pour compte propre en France. Parce que le gars qui accepte de payer 50% d'impôts, je trouve qu'il a tort. Donc, ça peut déjà être une première alerte sur les professionnels effectivement que vous pouvez rencontrer. Ça ne veut pas dire que tous les pros qui sont en France sont mauvais. Mais voilà, vous savez, en général, quand on croise quelqu'un dans le trading, il va toujours vous parler de ses trades gagnants, pas de ses trades perdants. Si le mec il vous dit qu'il vit du trading mais qu'il est encore en France, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Alors après, ce que certains font, hein, moi je ne suis pas là pour vous aider à tromper le fisc, hein, attention. Et surtout, j'aimerais pas qu'ils me retrouvent, parce que je suis parti de la France, je leur ai laissé une petite ardoise. Non, je rigole, sinon je ne le dirais pas comme ça. Oui, alors, il y a des brokers, effectivement, qui vous donnent une carte bancaire, eToro par exemple, à partir de 20 000 euros de capital, vous avez le droit à une carte bleue. Donc ça veut dire que si vous faites des gains, si vous êtes très bon, vous dépensez directement à votre carte bleue, ni vu ni connu. Mais ça, c'est pas moi qui vous l'ai dit, évidemment.
après, avec les cryptos, l'avantage, c'est que les cryptos, faites ce que vous voulez. Par qui proche, on arrête de parler fiscalité. Je vais finir en prison. On arrête, s'il vous plaît. Alors, on va mettre le drapeau là sur le Litecoin. Je sais pas, hein, je l'ai annoncé avant, hein, juste pour info. Voilà, donc vous voyez, ça marche plutôt pas mal ces filtres là. Alors, vague d'Elliott. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Vague d'Elliott, c'est tout à fait ça. Si vous regardez ma vidéo, c'est exactement ça. On va aller retrouver les vagues d'Elliott. 1, 2, 3, 4. On est venu s'appuyer sur le point 1, 5. On a corrigé en voilà, 38% de la vague 1. Là, on pourrait être. Donc là, c'est les vagues ABC. Maintenant, on est sur les vagues correctives. Donc on pourrait faire une A. On revient sur le point 5. B, on est censé aller sur le point 3. Et C, c'est 50% à peu près. Donc on pourrait faire quelque chose comme ça. On pourrait, encore une fois, je le trace un peu à l'arrache. Et c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Hein, mais il suffit de taper vague d'Elliott sur Google. Les images, vous voyez, on est à peu près, c'est à peu près là-dessus. Ah bon. La vague B, elle retourne au point 3. Autant pour moi. On pourrait être en configuration Elliott. Après, il faut voir si on est sur la A, la B, où est-ce qu'elle va. Si on dépasse le point 5, c'est qu'on n'était pas dans une configuration Elliott. Ou en tout cas, on l'était, mais on n'était pas dans la vague 5. Mais là, c'est un peu délicat. Là. Pour l'instant, on est un peu sur un chapitre un peu trop lointain pour vous et je ne voudrais pas vous perdre. Si vous avez d'autres questions, profitez-en, on a encore un peu de temps ensemble. Alors, quand on dit que les coachings, c'est de 19 à 21, hein, on peut finir à 20h30, on peut finir à 20h45. Quand on a fini le chapitre, on ne va pas non plus se regarder évidemment dans le blanc des yeux. Voilà. On va aller sur le dash, allez, on va mettre en place le plan dash. Tu viens, Marc ? Si tu t'assois là-dessus, ça va péter. Je te le dis clairement. Viens t'asseoir sur mes genoux si tu veux. Oh. Ah ouais, non, ça va péter. Ah, ça va péter. Reste debout, tant pis. Non, prends un peu là, si tu veux. Alors, le dash, on a dit tendance haussière, effectivement, avec une belle impulsion, on le voit ici, avec une belle grosse bougie. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est pas vraiment un marabouzou parce qu'on a des grosses mèches, mais on le voit, c'est quand même une bougie impulsive. Là, les acheteurs, ils sont passés en mode Bud Spencer. Ils ont cassé le précédent plus haut, donc cette résistance qui avait été touchée 2 fois, ce qu'on appelle, on le verra la semaine prochaine, un double top. Voilà, avec la ligne de coup qui avait bien été cassée, etc. Donc là, il est en train de faire ce qu'on appelle un throwback. C'est comme un pullback, mais dans l'autre sens. On casse un niveau, on vient se réappuyer dessus et pourquoi pas repartir à la hausse. Alors, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est effectivement payer le niveau ici autour des 395-400 si on avait une configuration justement un avalement en 1 heure, un double bottom en 1 heure, une divergence en 1 heure, un truc qui nous dit j'ai un argument supplémentaire, j'ai une convergence. Quand on le voit au niveau des volumes, vous voyez, les volumes de la correction ici, la baisse sont plus faibles que les volumes de la hausse. Donc forcément, il n'y a pas eu de panique baissière. C'est une prise de bénéfice logique. Donc moi, mon plan numéro 1, le plan de Marc et moi-même, c'est de payer, d'acheter le dash sur les 400. On peut le noter dans le plan. Achat 400$. Là, forcément, si on a raison, ça sert à rien d'aller foutre un stop tout en bas. Hein. Si on a raison, c'est qu'effectivement, c'est vraiment... Il est où mon truc là? C'est vraiment un throwback. Donc on va mettre un stop. Moi, je propose de mettre un stop sous la mèche ici de la bougie d'hier. Qu'est-ce que tu en penses, Marc? Je pense en dessous de la moyenne mobile. En dessous de la moyenne mobile? D'accord. Bon, comme tu veux. Moi, je proposais un plan 1 avec un stop là, et s'il ne marchait pas, repayer un petit peu plus bas, comme tu veux. Marc propose un plan en dessous de la moyenne mobile. On peut être un peu plus safe en mettant un stop. Toi, tu verrais sur 295, par exemple. C'est l'intérêt de travailler à deux aussi, hein, c'est d'avoir effectivement deux avis et pouvoir affiner. Donc, on va mettre un stop à 295. Donc, on a une perte acceptée de 105$. Juste élargir ce truc.
Ok. L'objectif 1, on va vous laisser répondre. À votre avis, quel serait l'objectif 1 sur ce trade? Le TP1. Je vous laisse marquer dans le chat. Très bien, Sylvain. Très bien, Jean-Denis. Alors, Alexandre, lui, il est un petit peu plus prudent. Lui, il va jouer plutôt le corps, si je comprends bien. Le corps de la bougie, là. Bon. Moi, je pense qu'on peut prendre un intermédiaire. On va pas non plus viser que le corps, puisqu'on va en a deux grosses belles mèches. Si on avait une petite mèche, je prendrais le corps, effectivement. Mais là, on a deux belles mèches. On va pas non plus prendre le tout en haut de la mèche. En TP1, on serait peut-être un petit peu en dessous de la première mèche, peut-être autour des 580. 590. Alors, pas à 600 hein, non plus, mais 590. Donc on a un gain potentiel de 190. Évidemment, nous dit Marc, le TP2, on laisse courir. Moi, je pense le Litecoin le Dash pardon, que je connais aussi, voilà, il peut aller bien plus haut. Donc, on mettra un TP2. Voilà, on va pas viser non plus 10 000 $, mais on laissera courir avec un stop au point d'entrée. Donc, attention, je ne mets pas le TP1 au corps pour avoir un bon ratio. C'est ça surtout l'erreur qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas mettre un stop à un niveau pour dire je vais mettre mon stop là parce que comme ça j'ai un bon ratio. On reste objectif, on met son objectif et son stop graphiquement et après on calcule notre ratio. Donc là j'ai perte acceptée 105, gain potentiel 190. Donc 190 divisé par 105, si je sais compter ça fait 1,8. On va regarder avec la calculatrice. Et ben voilà. Ça fait 1,91 de ratio gain-perte. Qu'est-ce qu'on a dit? On y va si on a un ratio de 1,5 minimum. En dessous, on n'y va pas. Est-ce qu'on a un bon ratio sur ce trade? Eh bien, yes, on a un bon ratio. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais mettre un petit clic droit. Je vais mettre une petite alerte sur ça. Pourquoi ça ne marche pas? Montre-y. Ajouter alerte. Ah, voilà, ajouter alerte. Je mets plan achat. Voilà, tout simplement. Je vais lui demander de m'envoyer un petit mail. Je vais lui demander de m'envoyer un petit SMS. Ah non, je suis pas à jour. Il faut que je mette mon numéro à jour. Bref, ok. Voilà, c'est sous alerte. Comme ça, si le niveau est touché demain, on aura une alerte. On paiera les 295. Alors, on paiera si on attendra. Ok, super. On attendra un avalement en 1 heure. Vous voyez, comme ici. Là, on aurait pu payer tout à l'heure. Hein. On aurait pu payer là, par exemple. Tu voulais payer? Je voulais payer. C'est Marc qui ne voulait pas. Parce que il n'était pas content. Voilà, on avait un bel avalement ici. C'était de 12. Là, on aurait pu payer. Vous voyez, là, c'était intéressant. Bon, on serait au prix, donc c'est pas très grave. Mais on va attendre un truc comme ça sur le niveau. Et si c'est le cas, eh bien, tout simplement, on paiera. Alors, exactement, Sylvain. Sur eToro, vous ne pouvez pas couper la moitié de votre position. Pour l'instant, les choses vont certainement changer. Mais donc, dans ces cas-là, au lieu d'acheter pour 1000 $ de Dash, je vais acheter 2 fois 500. Je vais mettre un TP1 sur la position 1 et je vais mettre le TP2 sur la position 2. Tout simplement. Après, pour ceux qui ne peuvent pas ouvrir deux positions parce qu'ils ont un trop petit capital, soit vous prenez l'intégralité de vos bénéfices à TP1 et vous attendez le prochain trade, c'est toujours ça de prix. Soit au TP1, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre stop au point d'entrée et vous laissez courir. Ça, c'est une question de choix. Moi, je pense que si on a un petit capital, le but c'est de le faire grossir. Donc, vaut mieux prendre 10 fois un TP1 que de prendre 3 fois un TP2 en ayant cette fait stopper au point d'entrée sur les autres. Donc, vous voyez, si vous avez un petit capital, sortez tout au TP1. Il y aura d'autres trades et quand vous aurez suffisamment de capital, vous ouvrirez à deux positions. Ok? Donc, voilà pour le plan Dash. Tout simplement, on va le poster dans le groupe. Je vais vous montrer ce qu'on fait. Voilà. Clac, on va mettre les choses bien droites. Voilà. Moi, j'aurais même un... Oh, calme-toi.
J'aurais même un petit excès, moi j'aimerais bien même le choper à 395, ça améliorera encore plus notre ratio. Oui, après c'est pas compliqué, hein. Si on n'a pas le ratio, on rentre pas, et puis c'est tout, hein. Ce que je fais, regardez, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre service, clac, je prends une photo, hop, je vais dans le groupe. On va dans le groupe. Voilà, plan du jour sur le Dash USD vu ensemble en coaching live. Nous attendons un retour sur l'ancienne résistance cassée, zone 395 400 $ pour se positionner à l'achat. Le stop se place sous les moyennes mobiles 20, 50. Zone, on a dit 295 $. La cible 1 est l'ancien plus haut historique autour des 600, si je ne dis pas de bêtises, $. 595 pour ne pas viser un chiffre rond. Ça c'est important aussi, hein, les chiffres ronds. Quand on vise 600, on coupe à 599, hein, vous avez compris l'idée. Avec ce plan, le ratio est bon. 1,8. Nous attendons un avalement ou une figure, comment on appelait ça, convergente sur le niveau pour entrer. Nous vous enverrons un signal sur Telegram. Voilà, donc vous voyez ce qu'on fait, on fait ça, on met le plan, clac, on valide notre plan. Le ratio mini, il est de 1,5. En dessous d'1,5, on ne rentre pas en position. Et donc nous, ce qu'on fait, il y a un spread chez eToro, forcément, quand c'est à 395, chez eToro, il faut ajouter le spread. Donc nous, on vous calcule directement les prix eToro par rapport au graphique et au spread qu'on ajoute ou qu'on enlève pour le stop, pour que vous ne fassiez pas stopper chez eToro, alors que chez Bitfinex, on n'a pas calculé le truc. Donc, le stop et la cible seront un peu modifiés par rapport au plan eToro, donc le ratio sera un petit peu différent. Mais dans l'absolu, c'est sensiblement la même chose. En tout cas, on vous prépare tout ce qu'il faut pour que vous n'ayez plus qu'à appliquer. Il y a quelqu'un qui a demandé pour la copy trading. Bah, c'est assez facile. Si le spread, je vais vraiment schématiser, mais au moins ce sera clair. Si le spread il est de 10, c'est-à-dire que quand il cote à 400, chez eToro, ça cote à 410. Donc quand 395, je vais mettre un achat à 405. Si le stop est à 295, je sais que j'aurai un stop à 285. Donc forcément, ma taille de position est un petit peu... Voilà, bon, il n'y a pas trop de questions. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On a enregistré la session. Le temps qu'elle se mette sur le groupe Facebook Trader le Bitcoin et sur la page dédiée, bah, voilà, il faut attendre, on la mettra demain. Alors, moi, chez eToro, franchement, je mettrais au moins, pour pouvoir tout suivre, je mettrais entre 1000 et 1500. Déjà, pour commencer, c'est très bien.
tout le monde ne peut pas le faire. Si tu peux mettre 2000, 3000, 4000, 10 000, évidemment, c'est mieux. Mais c'est mieux. Je mettrai la vidéo de la semaine dernière aussi, promis. Pour eToro, je crois que les frais, c'est à peu près 3%. C'est pas les frais les moins chers, c'est pas non plus les plus chers. C'est un peu plus cher évidemment que les exchanges traditionnels. Maintenant, eToro, ils offrent un super service. Vous avez une plateforme de qualité. Le spread, chez tous les brokers, il y a un spread de toute façon à partir du moment où vous prenez des ordres. Donc il n'y a pas que ça qu'il faut regarder. Si vous avez un spread très faible mais que vous ne pourrez jamais retirer votre argent chez le broker, ça ne sert à rien. Donc là, vous avez le détail chez eToro, vous pourrez trouver le détail. Vraiment, c'est pas les plus élevés. C'est un peu plus élevé effectivement qu'un exchange, mais c'est pas très élevé non plus. Donc, ça, c'est encore une fois une idée reçue qu'on voit un peu partout. Et même sur le CAC, par exemple, moi je trade le CAC chez eToro, c'est 1 point. Donc, ah. Le spread, c'est bien quand on voit entre le cours eToro et le prix affiché quand on veut investir. Exactement, c'est bien ça. C'est exactement bien ça. Le spread, c'est entre le cours que vous voyez chez un exchange, par exemple chez TradingView, et le prix achat. C'est pas la différence entre achat et vente. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci de votre temps. Marc et moi-même sommes très très fiers de vous compter parmi notre communauté. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos services Trader Bitcoin, je vous invite à aller voir le site directement. Il y a toute une procédure, mais c'est vraiment gratuit pour se faire. N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez d'autres choses. Voilà, et puis à très bientôt les amis. Bonne soirée à tous et à très vite.